Paris, France. Au funérarium de Paris, une foule de personnes en deuil, vêtues de noir, emplissait le hall. Amélie Martin était assise devant le portrait de son mari. Ses yeux vides fixaient l'espace tandis qu'elle hochait machinalement la tête pour saluer les personnes venues présenter leurs condoléances. Un accident de la route soudain avait emporté la vie de son mari, Jean-Pierre Dubois. Le vide à ses côtés était une douleur lancinante qu'elle ressentait pour la première fois avec une telle acuité. D'innombrables personnes s'approchaient, murmurant des paroles de réconfort, mais Amélie ne faisait que baisser la tête, engourdie par le chagrin. Le choc avait rendu les derniers jours flous, comme si elle était prisonnière d'un long cauchemar. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, une agitation se fit entendre à l'entrée du funérarium. Un groupe de visiteurs en retard entra lentement. Ils étaient tous vêtus de costumes sombres et impeccables. Au milieu d'eux, un homme qui semblait être leur chef attira le regard d'Amélie. Il se distinguait des autres par une allure assurée et confiante. Il portait un costume sur mesure de grande marque. Ses cheveux étaient coiffés avec une précision méticuleuse. Cependant, le regard d'Amélie se figea sur un détail derrière son oreille gauche. 3 grains de beauté disposés en triangle. Sa respiration se coupa, son cœur menaçant de bondir hors de sa poitrine. C'était la marque distinctive de son fils, Louis Martin, disparu lors d'un voyage à l'étranger 15 ans plus tôt. Un médecin avait autrefois expliqué qu'il s'agissait d'une pigmentation congénitale, une caractéristique unique à Louis. Les jambes d'Amélie se dérobèrent sous elle et ses mains se mirent à trembler de manière incontrôlable. L'homme en costume tendit une carte de visite à un membre du personnel funéraire. Amélie put lire le nom imprimé dessus. Jacques Fournier, PDG de Bâtir Construction, S.A., Jacques Fournier et Louis Martin. Seul le nom de famille différait, mais les traits de cet homme étaient si semblables à ceux de son fils disparu. Le temps sembla s'arrêter. L'espoir que son fils soit encore en vie la submergea au point de presque la faire défaillir. Rencontrer son fils, qu'elle croyait mort, aux funérailles de son mari, était-ce de la joie ou de la terreur? Amélie ne pouvait distinguer l'émotion complexe qui l'envahissait. « Mon Louis, est-il vivant ?» murmura-t-elle pour elle-même. Son fils, auquel elle avait pensé sans cesse pendant 15 ans, même dans ses rêves, réapparaissait aux funérailles de son mari. C'était une scène qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Sur des jambes tremblantes, Amélie s'avança prudemment vers lui. L'homme, Jacques Fournier, s'inclinait devant le portrait de son mari. Le cœur d'Amélie battait la chamade, ses paumes moites de nervosité. Et si ce n'était qu'une coïncidence, comment y ferait-elle face? Et si c'était vraiment son fils, que devrait-elle faire? Ses pensées contradictoires tourbillonnaient dans son esprit. « Excusez-moi, quel était votre lien avec mon mari ?» demanda Amélie, la voix tremblante. Jacques Fournier se tourna vers elle. Le voir de près ne fit que confirmer les soupçons d'Amélie. Ce devait être son fils. Pourtant, il n'y avait aucune lueur de reconnaissance dans ses yeux et encore moins d'affection ou de joie. « Nous étions des partenaires d'affaires. Il m'a beaucoup aidé, » répondit-il calmement. « Le connaissiez-vous depuis longtemps ?» demanda Amélie, avide du moindre indice. Mais sa question sembla le faire froncer légèrement les sourcils. « Non, pas si longtemps. Je l'ai rencontré récemment seulement quelques fois. Mais il m'a donné de précieux conseils sur le plan professionnel et je lui en suis très reconnaissant. » Il répondit en regardant Amélie droit dans les yeux, mais son regard ne trahissait aucune trace de familiarité. Peut-être se trompait-elle. Mais ces 3 grains de beauté derrière son oreille gauche, il était impossible de se méprendre. « Vous avez dit que votre nom était Jacques Fournier, n'est-ce pas ?» Amélie s'apprêtait à poursuivre quand une femme en tailleur s'approcha et interrompit respectueusement leur conversation. « Monsieur le PDG, votre prochain rendez-vous est programmé. Il est temps de partir. » Jacques Fournier consulta sa montre et hocha la tête. Il s'inclina de nouveau devant Amélie. « Madame, mes sincères condoléances. Que Monsieur Dubois repose en paix. » Sur ce, il se tourna et partit, laissant Amélie figée sur place, le regardant s'éloigner. Sa silhouette se superposa à celle de son fils quittant la maison avec son sac à dos, 15 ans plus tôt. Une larme roula silencieusement sur la joue d'Amélie. « Louis » appela-t-elle doucement.
Mais il ne se retourna pas, suivant simplement son assistante hors du funérarium. Amélie resta là, immobile, pendant un long moment. Le chagrin de la perte de son mari et le choc de la réapparition de son fils s'entremêlaient en une émotion indescriptible. « Madame, tout va bien ?» Un employé s'approcha, l'air inquiet. Amélie esquissa un sourire forcé et hocha la tête. « Oui, je vais bien, merci. Dites-moi, qui était cet homme à qui je parlais ? Il a dit s'appeler Jacques Fournier. » « Monsieur Jacques Fournier, vous le connaissez ? C'est une figure très en vue en ce moment. Jeune et brillant, il dirige cette immense entreprise, Bâtir Construction. » En entendant ces mots, la décision d'Amélie fut prise. Une fois les funérailles de son mari terminées, elle devait découvrir si cet homme était bien son fils. S'il était Louis, pourquoi vivait-il sous une autre identité? Que s'était-il passé pendant ces 15 années? Amélie avait besoin de connaître la vérité, aussi incroyable soit-elle. Une semaine après les funérailles, Amélie avait épluché toutes les informations qu'elle pouvait trouver sur Bâtir Construction S.A. et Jacques Fournier. Des articles en ligne aux journaux économiques, elle ne laissa aucune piste de côté. Jacques Fournier semblait être une nouvelle étoile apparue soudainement dans le monde de la construction en France quelques années auparavant. Hormis son titre d'homme d'affaires ayant réussi à l'étranger, il n'y avait presque aucune information sur son passé. Aujourd'hui, Amélie avait enfin rassemblé son courage pour se rendre au siège de Bâtir Construction, en quête de réponse. Debout devant l'imposant gratte-ciel de Bâtir Construction, au cœur de la Défense, le cœur d'Amélie battait à tout rompre. Elle portait un tailleur sobre, ses cheveux relevés en un chignon soigné, s'efforçant de paraître calme et assurée. Mais le sac qu'elle tenait dans sa main tremblait légèrement à cause de sa nervosité. Elle poussa les portes vitrées et entra dans un hall vaste et moderne. Le sol en marbre, les plafonds vertigineux et le logo de l'entreprise bien en vue au centre, tout était luxueux et intimidant. Les jambes tremblantes, Amélie s'approcha du comptoir de la réception. « Bonjour, je souhaiterais voir Monsieur Jacques Fournier, le PDG, dit-elle. La jeune femme derrière le comptoir la dévisagea. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, mais j'ai quelque chose de très important à lui dire. Je suis la veuve de Monsieur Jean-Pierre Dubois. » À ces mots, l'expression de la réceptionniste s'adoucit légèrement. « Veuillez patienter un instant. » Elle passa un appel. Peu de temps après, une autre femme arriva dans le hall. Vêtue d'un tailleur noir, elle était de toute évidence l'assistante de Jacques Fournier. « Bonjour. Vous êtes Madame Dubois? Je suis l'assistante de Monsieur Fournier, Mademoiselle Leclerc. »« Non, je suis Madame Martine. Puis-je voir Monsieur le PDG ?» L'assistante prit un air désolé, mais son ton était ferme. « Je suis sincèrement désolé, mais l'emploi du temps de Monsieur le PDG est complet pour aujourd'hui. Souhaitez-vous que je vous fixe un rendez-vous pour demain ou la semaine prochaine ?» La déception envahit Amélie, mais elle ne voulait pas abandonner. C'est vraiment très important. Nous nous sommes vus aux funérailles. À ce moment précis, les portes d'un ascenseur s'ouvrirent et un groupe de personnes en sortit. L'un d'eux attira immédiatement l'attention d'Amélie, Jacques Fournier. Il discutait avec plusieurs hommes qui semblaient être des cadres supérieurs. En traversant le hall, il s'arrêta brusquement, son regard se posant sur Amélie. Leurs yeux se croisèrent un instant. Le cœur d'Amélie battait si fort que c'en était douloureux. Jacques Fournier s'approcha lentement, une expression perplexe sur le visage. « Vous êtes la veuve de Monsieur Dubois, n'est-ce pas ?»« Oui, je suis Amélie Martin. » Il hocha la tête. « Puis-je faire quelque chose pour vous ?»« Je suis désolé, Monsieur le PDG, » intervint l'assistante. « Madame Martin est venue sans rendez-vous, j'allais lui en proposer un. » Jacques Fournier la coupa d'un geste de la main. « Ce n'est pas grave, Mademoiselle Leclerc. Quel est mon prochain rendez-vous ?»« Dans 10 minutes, une réunion avec le vice-président, Monsieur Durand. »« J'ai donc le temps, dit Jacques Fournier. Venez dans mon bureau, s'il vous plaît. » Sous le regard stupéfait de son assistante, Jacques Fournier conduisit Amélie vers l'ascenseur. Pendant la montée, Amélie observait discrètement son profil. La mâchoire de Louis, les sourcils de Louis, même les doigts de Louis, tout était identique à son fils dans ses souvenirs. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Amélie le suivit jusqu'au bureau du PDG. Le moment de vérité approchait.
La porte du bureau s'ouvrit sur un espace spectaculaire. À travers les baies vitrées, la vue sur Paris s'étendait comme un panorama. Un mobilier en bois précieux et des œuvres d'art raffinées décoraient la pièce, digne d'un décor de film. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit Jacques Fournier en désignant le coin salon. Amélie s'assit sur le canapé, regardant autour d'elle, le cœur lourd, se demandant comment aborder la conversation. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda directement Jacques Fournier. Amélie prit une profonde inspiration et se lança. « En réalité, je suis venue aujourd'hui pour une affaire personnelle. Il y a 15 ans, j'ai perdu mon fils. » L'expression de Jacques Fournier devint perplexe. « Je suis désolé, mais quel est le rapport avec moi ? Mon fils s'appelait Louis Martin. Il a disparu il y a 15 ans lors d'un voyage à l'étranger. Depuis, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. » Jacques Fournier cligna des yeux, la regardant avec une expression qui mêlait incrédulité et méfiance. Amélie, tremblante, sortit de son sac les objets qu'elle avait préparés. D'abord, elle tendit une vieille photo de famille. C'est une photo prise le jour de la rentrée de Louis à l'université. Vous verrez à quel point vous lui ressemblez. Jacques Fournier hésita un instant avant de prendre la photo. Ses yeux balayèrent chaque personne sur le cliché, s'attardant longuement sur le jeune Louis. Mais il reposa rapidement la photo sur la table. Et les 3 grains de beauté derrière votre oreille gauche, c'est une marque de naissance que Louis avait. Inconsciemment, Jacques Fournier porta la main gauche à son oreille, mais son expression se durcit aussitôt. Ses yeux se remplirent de méfiance. Ensuite, Amélie sortit un vieux ballon de football en cuir. C'était le ballon fétiche de Louis depuis le collège. Son nom est même gravé dessus. Le visage de Jacques Fournier se crispa. Il se leva brusquement. « Dites-moi, quel est votre véritable objectif en m'approchant de la sorte? Est-ce mon argent qui vous intéresse ?» Le changement de ton et la question acerbe choquèrent Amélie. « Beaucoup de gens essaient de m'approcher de cette manière, » dit-il froidement. Apparaître soudainement devant un homme d'affaires prospère en prétendant être un membre de sa famille, surtout depuis mon retour en France, ce genre de situation est devenu plus fréquent. « Non, non, ce n'est pas ça, je ne suis pas ce genre de personne, » balbutia Amélie. « Je cherche simplement mon fils. Et le fils sur cette photo vous ressemble tellement. » Jacques Fournier eut un rire sardonique. « Et c'est là votre preuve ? Je suis Jacques Fournier, un entrepreneur qui a réussi à l'étranger, pas le Louis Martin dont vous parlez. Et un test ADN ? Pourquoi devrais-je me plier à vos intentions ? Je ne vois pas pourquoi j'accepterais un test ADN alors que je ne suis absolument pas votre enfant. » Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant la vue sur la ville. Après un moment de silence, il reprit « Je comprends votre douleur d'avoir perdu un fils, mais il me semble que vous faites erreur sur la personne. » Le désespoir envahit Amélie, mais elle ne pouvait pas abandonner. Jacques Fournier réfléchit un instant, puis retourna s'asseoir, son visage toujours empreint de suspicion. « Si je vous ai mise mal à l'aise, je m'en excuse. »« Avez-vous une famille ?» demanda Amélie, changeant de sujet pour en apprendre plus sur lui. À cette question, le visage de Jacques Fournier s'assombrit légèrement. « Oui, j'ai une femme et un fils de 7 ans. Est-il en bonne santé ?» Le visage de Jacques Fournier se voila soudainement. Il resta silencieux un moment, puis, comme s'il prenait une décision, il reprit la parole. « Mon fils est très malade en ce moment. Il souffre d'une maladie du foie et a besoin d'une greffe. » Sa voix tremblait légèrement. « Le groupe sanguin de mon fils est très rare. » Quel est son groupe sanguin? Résu AB négatif. C'est très difficile de trouver un donneur compatible. Résu AB négatif, nous avons le même groupe sanguin. Les yeux de Jacques Fournier s'écarquillèrent. Amélie rassembla son courage et continua. Puis-je passer les tests de compatibilité pour la greffe? Jacques Fournier la regarda, abasourdi. Un flot d'émotions contradictoires traversa son visage. Le doute, l'espoir, la confusion, la méfiance. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-il à voix basse. « Qu'espérez-vous obtenir de moi en retour ?»« Rien du tout, juste aider un enfant malade. » Jacques Fournier se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant longuement le paysage parisien. Ses épaules étaient lourdes et affaissées. « Je me méfie toujours de vous, » dit-il enfin. « Vous apparaissez de nulle part, prétendant être ma mère, et maintenant vous êtes prête à donner un organe. Vous pouvez comprendre mes doutes. »
Jacques Fournier se tourna lentement vers Amélie, son regard perçant. Bien que blessée, Amélie comprenait sa suspicion. Après tout, il était difficile de faire entièrement confiance à une étrangère qui surgissait ainsi. « Monsieur Fournier, je ne vous demanderai rien. Ni argent, ni reconnaissance. Juste l'opportunité d'aider votre fils. C'est tout. » Jacques Fournier plongea dans ses pensées, son visage trahissant un conflit intérieur. D'un côté, il ne pouvait se défaire de sa méfiance, de l'autre, il ne pouvait abandonner l'espoir de sauver son fils. Finalement, il laissa échapper un profond soupir. « Pour mon fils », murmura-t-il. Puis, se tournant vers Amélie, il dit fermement « Mais si c'est un piège, je n'hésiterai pas à engager des poursuites judiciaires. Nous devons commencer par les tests de compatibilité. » D'un ton purement professionnel, il ajouta « Je vais contacter l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière, pour prendre rendez-vous dès maintenant. » Jacques Fournier retourna à son bureau et prit le téléphone. Tandis qu'il contactait l'hôpital, Amélie resta assise en silence, un mélange de peur et d'espoir dans le cœur. Si elle était vraiment compatible, ce serait une chance de sauver le fils de Louis, son petit-fils. Après avoir raccroché, Jacques Fournier regarda Amélie. « Demain matin, 9 heures, au centre de transplantation de la Pitié, Salpêtrière. Je m'occuperai de toutes les formalités. Merci. » Le regard de Jacques Fournier était toujours méfiant, mais un peu moins dur qu'auparavant. Leur conversation s'acheva là. Jacques Fournier raccompagna Amélie jusqu'à la porte de son bureau, convenant de se retrouver à l'hôpital le lendemain. En descendant dans l'ascenseur, Amélie pria intérieurement, espérant pouvoir aider cet enfant et, par la même occasion, renouer le lien avec son fils. Le lendemain matin, Amélie arriva à l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière. En entrant dans le hall, elle vit Jacques Fournier qui l'attendait déjà. « Bonjour, Madame Martin », la salua-t-il formellement. Ils prirent l'ascenseur ensemble jusqu'à l'étage du centre de transplantation. Un silence gêné régnait dans la cabine. L'expression de Jacques Fournier était toujours sur ses gardes, mais on y décelait aussi de l'inquiétude et de l'anxiété, le visage d'un père dont l'enfant est gravement malade. Arrivés au centre, ils furent rapidement conduits devant le médecin-chef, un certain docteur Lefebvre, qui les accueillit. « Bonjour, Monsieur Fournier, Madame Martin. Je suis le docteur Lefebvre du centre de transplantation. » Dans le bureau du médecin, le docteur Lefebvre commença par expliquer les informations de base et la procédure du don d'organes. « Aujourd'hui, nous allons effectuer les examens de base, y compris les tests de compatibilité tissulaire, les tests de fonction hépatique, ainsi que des examens cardiaques comme un électrocardiogramme et une échographie. Une fois les résultats obtenus, nous pourrons déterminer la compatibilité. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda Jacques Fournier. « Certains résultats seront disponibles aujourd'hui. Les résultats plus détaillés prendront environ 1 à 2 jours. » Le processus d'examen fut plus long et complexe que prévu. Prise de sang, examen cardiaque, échographie du foie. Amélie se soumit à toutes les procédures avec calme. En fin d'après-midi, une partie des résultats était disponible. Le docteur Lefebvre les convoqua de nouveau dans son bureau. Son expression était étonnamment optimiste. « Les résultats sont très prometteurs. Les examens préliminaires de Madame Martin montrent une excellente compatibilité en tant que donneuse. Non seulement le groupe sanguin correspond, mais la compatibilité des antigènes HLA est également extrêmement élevée. Qu'est-ce que cela signifie ? Le HLA est un gène lié au système immunitaire. Normalement, même entre un parent et son enfant, il n'y a qu'environ 50% de compatibilité. Mais la compatibilité entre Madame Martin et le fils de Monsieur Fournier, Léo, est étonnamment élevée. Cela pourrait considérablement augmenter les chances de succès de la greffe. Les yeux de Jacques Fournier s'écarquillèrent. Il regarda Amélie, un nouveau sentiment se mêlant à sa méfiance. « Ce type de haute compatibilité est-il fréquent » demanda-t-il prudemment. « Non, surtout entre personnes sans lien de parenté. C'est extrêmement rare, » répondit le docteur Lefebvre. Mais soudain, l'expression du médecin devint grave. Cependant, il y a un point préoccupant. Le docteur Lefebvre parcourait les rapports d'examen. Les résultats de l'examen cardiaque de Madame Martin montrent une anomalie. L'électrocardiogramme a révélé un rythme cardiaque irrégulier
et l'échographie a détecté une légère hypertrophie myocardique. Qu'est-ce que cela implique? Le docteur Lefebvre prit une profonde inspiration. Compte tenu de l'âge et de l'état cardiaque de Madame Martin, une opération pour prélever une partie de son foie pourrait mettre sa vie en danger. Une greffe de foie est une intervention lourde, même pour une personne en bonne santé. Avec son état cardiaque actuel, le risque de complications pendant ou après l'opération est considérablement élevé. À ces mots, l'expression de Jacques Fournier changea radicalement. Il se leva d'un bond. Alors, c'est hors de question. Attendez, quel est le niveau de danger exact? Pouvez-vous être plus précis? Le docteur Lefebvre cligna des yeux. Il est difficile de donner une probabilité exacte, mais le risque de complications est 2 à 3 fois plus élevé que pour un donneur moyen. Dans les cas graves, cela pourrait entraîner la mort. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Jacques Fournier reprit la parole. « Si le risque est si élevé, je ne peux absolument pas l'accepter. Nous devons trouver un autre donneur. » Dieu, mais il ne sera pas facile de trouver un donneur plus compatible, poursuivit le docteur Lefebvre. Surtout, un avec une telle compatibilité HLA. Même ainsi, c'est non, dit fermement Jacques Fournier. Je ne peux pas accepter de l'aide en mettant la vie de quelqu'un d'autre en danger. Le médecin les regarda tous les deux et se leva. Je vais vous laisser en discuter. Quelle que soit votre décision, j'espère que ce sera la meilleure pour Léo. Après le départ du docteur, Lefebvre, Jacques Fournier et Amélie se retrouvèrent seuls. Amélie le regarda droit dans les yeux et dit « Si cela peut sauver votre fils, je suis prête à prendre le risque. » Jacques Fournier la regarda, perplexe. « Pourquoi êtes-vous prête à aller si loin? Vous n'êtes pas ma mère, alors pourquoi risquer votre vie? Même si je ne suis pas votre mère, je pense qu'il faut aider quand on le peut. L'enfant est si jeune, et j'ai déjà vécu assez longtemps. » Swan. Jacques Fournier se tourna lentement, les yeux remplis d'émotions complexes. « Mais je ne peux pas vous laisser prendre un tel risque. » Amélie se leva et s'approcha de lui. « S'il vous plaît, respectez mon choix. Apparaître ainsi et être prête à risquer votre vie, je ne peux pas comprendre. En tant que parent, vous devriez être capable de comprendre. Pour un enfant, un parent est prêt à tout, n'est-ce pas? » Jacques Fournier soupira profondément, le visage marqué par le conflit et la confusion. « D'accord, mais cela ne signifie pas que je crois que vous êtes ma mère. Tout ceci est pour mon fils. » Amélie le regarda et hocha la tête. À ce moment, le docteur Lefebvre rentra dans la pièce. « Avez-vous pris une décision ?» Jacques Fournier et Amélie échangèrent un regard. « Nous avons décidé de procéder. » Le docteur Lefebvre hocha la tête. « Les examens et consultations restants seront organisés dès que possible. » Une fois les examens de la journée terminés, ils quittèrent l'hôpital. Quelques jours plus tard, dans la soirée, Jacques Fournier était assis chez lui, ressassant les événements de l'hôpital avec Amélie Martin. Les résultats des tests le laissaient perplexe. Non seulement les groupes sanguins étaient compatibles, mais la compatibilité tissulaire était aussi étonnamment élevée. Les paroles du docteur Lefebvre résonnaient dans son esprit. Il tenta de se souvenir d'il y a 15 ans, mais la plupart de ses souvenirs restaient flous. Il se souvenait seulement d'un bateau dans une tempête déchaînée et de la confusion en se réveillant à l'hôpital. C'étaient les seuls fragments qui lui restaient. Sa vie d'avant semblait être l'histoire de quelqu'un d'autre, lointaine et étrange. Jacques Fournier se leva du canapé et se dirigea vers la fenêtre. Le paysage nocturne de Paris s'étendait devant lui. Il repensa à sa vie. Adopté après l'accident par le couple Fournier qui avait pris soin de lui, une nouvelle vie avait commencé. Il avait étudié dur, travaillé, était devenu un entrepreneur à succès. Il avait rencontré sa merveilleuse femme, eu un fils adorable. C'était la vie parfaite qu'il avait toujours cherchée. Mais maintenant, tout commençait à vaciller. « M'approche-t-elle pour mon argent ?» se demanda-t-il avec suspicion. « Où est-elle vraiment ma mère ?» Bien qu'il ait dû accepter l'opération pour le bien de son fils, ses doutes sur cette femme persistaient. Le risque mentionné par le médecin le tourmentait. Compte tenu de l'âge et de l'état cardiaque d'Amélie Martin, l'opération pourrait lui être fatale. Pourtant, elle s'était portée volontaire, sans hésitation. Si elle est vraiment ma mère, Jacques Fournier se sentait perdu. Si elle m'a cherché pendant 15 ans et qu'elle m'a enfin retrouvé,
Elle serait prête à risquer sa vie pour mon fils. Il retourna au canapé. Sur la table se trouvait la photo qu'Amélie Martin lui avait montrée, la photo de famille du jour de la rentrée universitaire et le vieux ballon de football en cuir. Il prit lentement la photo. Le jeune homme sur la photo lui ressemblait effectivement. Le même regard, le même pli entre les sourcils, la même forme des lèvres. Et le sourire chaleureux sur la photo lui serrait le cœur. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-il. Jacques Fournier prit le ballon de football. Bien qu'il soit vieux, il lui semblait étrangement familier. Il le prit machinalement dans sa main gauche. Étrangement, il semblait parfaitement ajusté. Juste à ce moment, un léger bruit se fit entendre à l'étage. Jacques Fournier posa immédiatement le ballon et se dirigea vers la chambre de son fils. Léo était allongé dans son lit, le visage plus pâle que d'habitude. « Papa !» appela Léo d'une petite voix. « Oui, Léo, ça va ?» Jacques Fournier posa sa main sur le front de son fils. « Qui était la dame qui est venue à l'hôpital l'autre jour ?» Jacques Fournier hésita un instant. « C'est une gentille personne qui est venue aider papa. » Des larmes perlaient dans les yeux de Jacques Fournier. Après avoir bordé Léo, il retourna au salon. Son esprit était encore en proie au doute et à la confusion. Si Amélie Martin était vraiment sa mère, cela remettrait en question toute son identité. Et si elle ne l'était pas, alors il y avait certainement un dangereux complot derrière tout cela. Il prit une décision. Jacques Fournier sortit son téléphone et chercha un contact. Un expert en génétique en qui il avait confiance. Bien qu'il soit tard dans la nuit, il n'hésita pas à appeler. « Docteur Renaud, désolé de vous déranger si tard. J'aurais besoin de vous confier un test ADN demain. Pourriez-vous obtenir les résultats le plus rapidement possible ?» Après avoir raccroché, Jacques Fournier prit une profonde inspiration. L'opération était prévue pour le lendemain. Avant cela, il voulait connaître la vérité. Amélie Martin était-elle vraiment sa mère ou une brillante escroque? Il sortit un vieux carnet du tiroir de son bureau. C'était ce que ses parents adoptifs lui avaient laissé, un journal de ce qui s'était passé quand on l'avait retrouvé à l'hôpital. Probablement un jeune Français, victime du naufrage d'un navire causé par une tempête. Traumatisme crânien grave et amnésie. 3 grains de beauté derrière l'oreille gauche. Louis Martin. Il prononça doucement le nom qu'Amélie Martin prétendait être le sien. Un nom étrange, mais pourtant vaguement familier. La nuit s'avançait. Jacques Fournier s'appuya sur le canapé et ferma les yeux pour se reposer un instant. Les étoiles à l'extérieur s'estompèrent peu à peu et les premières lueurs de l'aube commencèrent à teinter le ciel. Le matin de l'opération, Amélie se préparait dans sa chambre d'hôpital. Elle enfila la blouse chirurgicale bleu clair que lui avait donnée l'infirmière, mit une charlotte et retira tous ses bijoux. « Nerveuse ?» demanda gentiment l'infirmière. « Un peu », répondit Amélie, mais en réalité, elle était étrangement calme. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Si elle pouvait retrouver son fils et sauver son petit-fils, rien d'autre n'importait. La porte de la chambre s'ouvrit et Jacques Fournier entra. Il portait un costume, mais contrairement à d'habitude, il n'avait pas de cravate. Son visage était marqué par la fatigue, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « Prête ?» demanda-t-il doucement. « Oui, presque, et Léo. Il est hospitalisé au 7e étage, en pédiatrie. Ma femme est avec lui. » Un silence s'installa. Jacques Fournier se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. « Vous ne regrettez vraiment pas ?»« Pas le moins du monde. » Jacques Fournier hocha la tête, puis s'approcha soudainement du lit et tendit à Amélie un petit sachet en tissu. « Qu'est-ce que c'est ?»« Considérez cela comme un porte-bonheur, dit-il avec un sourire gêné. C'est quelque chose que ma mère adoptive m'a donné quand j'étais enfant et que j'ai dû être opéré. » Les yeux d'Amélie s'emplirent de larmes. Bien qu'il ne l'ait pas appelée mère, le fait de partager un objet aussi précieux montrait que son cœur commençait lentement à s'ouvrir. « Merci !» À ce moment, le docteur Lefebvre et plusieurs infirmières entrèrent dans la chambre. « L'opération va commencer. Nous vous emmenons au bloc. » Les infirmières commencèrent à pousser le lit. Jacques Fournier se tenait à la porte de la chambre, la regardant avec une expression complexe. Alors que le lit traversait le couloir en direction de l'ascenseur, Amélie vit Jacques Fournier prendre discrètement quelque chose sous son oreiller. Quelques cheveux. Il les plaça rapidement dans un petit sachet en plastique et le glissa dans sa poche. Ce devait être l'échantillon pour le test ADN.
Amélie se sentit rassurée. Il saurait bientôt la vérité. En route vers le bloc opératoire, Amélie pria en silence. « Jean-Pierre, tu vois, j'ai retrouvé notre fils. Et maintenant, je vais sauver notre petit-fils. » Le bloc opératoire était froid et lumineux. Les infirmières la transférèrent sur la table d'opération. L'anesthésiste s'approcha. Sa conscience commença à s'estomper. Au même moment, Jacques Fournier traversait à grands pas les couloirs de l'hôpital, tenant l'échantillon de cheveux qu'il venait de prélever. Il traversa le hall et se dirigea vers le parking où l'attendait déjà l'expert en génétique. Jacques Fournier lui tendit l'enveloppe. Commencez l'analyse immédiatement. Un test rapide pouvait fournir des résultats en 2 heures. Après le départ de l'expert, Jacques Fournier retourna à l'hôpital. L'opération avait commencé. Il s'assit dans la salle d'attente du 7e étage, chaque minute s'écoulant dans une angoisse insoutenable. Son esprit était partagé, attendant à la fois les résultats du test ADN et espérant que l'opération se déroule bien. Sa femme, Sophie, le rejoignit avec un café. « Chérie, ça va ?» demanda-t-elle inquiète. « Oui, juste un peu tendu », répondit Jacques Fournier. Léo dort paisiblement. Jacques Fournier hocha la tête, mais ne dit rien à sa femme au sujet du test ADN. Il ne voulait pas créer plus de confusion avant d'avoir les résultats. « Cette femme, est-elle vraiment ta mère ?» demanda Sophie avec précaution. Jacques Fournier soupira. « Je ne sais pas, mais je le saurai bientôt. » Le temps s'écoulait lentement. L'opération se déroulait comme prévu. Des médecins sortaient de temps en temps pour donner des nouvelles. Exactement 2 heures après le début de l'opération, le téléphone de Jacques Fournier sonna. C'étaient les résultats. « Monsieur Fournier, les résultats sont là. » Le cœur de Jacques Fournier s'accéléra. Les résultats indiquent une probabilité de 99. 99% de lien de maternité. La marge d'erreur est quasi inexistante. Madame Amélie Martin est bien votre mère biologique. Le téléphone faillit glisser des mains de Jacques Fournier. Il s'appuya contre le mur, chancelant, sa respiration devenant difficile. Après avoir raccroché, il resta immobile un long moment. Il sentit le monde entier basculer. L'identité qu'il avait connue pendant 15 ans, la vie qu'il avait bâtie, tout prenait un nouveau sens. « Louis Martin », murmura-t-il, son vrai nom. Ce nom n'était plus étranger. Des fragments de souvenirs commencèrent à refaire surface. La joie de sa rentrée à l'université, l'excitation de préparer un voyage en sac à dos et la terreur de la tempête en mer. Bien que ces souvenirs ne soient pas encore complets, les pièces du puzzle commençaient lentement à s'assembler. Jacques Fournier retourna dans la salle d'attente vers sa femme. « Chérie, j'ai quelque chose à te dire », dit-il d'une voix tremblante. Sophie fut surprise de voir des larmes dans ses yeux. Les résultats du test ADN viennent d'arriver. Amélie Martin est bien ma mère. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Elle resta sans voix. Je suis le Louis Martin qui a disparu il y a 15 ans. Sophie le serra dans ses bras, sans un mot. Ils restèrent ainsi un long moment, les épaules de Jacques Fournier secouées par des sanglots. À ce moment, le docteur Lefebvre sortit du bloc opératoire et se dirigea vers eux. Il semblait épuisé, le front couvert de sueur, son expression grave. Le docteur Lefebvre prit une profonde inspiration et commença. « L'état de Léo est très stable. Le foie greffé fonctionne bien. » Un éclair de soulagement traversa le visage de Jacques Fournier et de Sophie, mais ils se tendirent aussitôt, car l'expression du docteur Lefebvre restait sombre. « Mais la situation de Madame Martin est critique. L'hémorragie est sévère, elle est en danger. » Le visage de Jacques Fournier devint livide. Pendant l'opération, une complication inattendue est survenue. Lors du prélèvement d'une partie du foie, une hémorragie a commencé et s'est aggravée. De plus, la charge sur son cœur est devenue trop importante. Jacques Fournier chancela. Son esprit était un chaos de pensées. La peur de perdre sa mère à peine retrouvée, la tristesse qu'elle ait risqué sa vie pour sauver son fils, et la culpabilité de ne pas l'avoir reconnu pendant 15 ans. « Nous faisons tout notre possible », poursuivit le docteur Lefebvre. « Mais pour être honnête, la situation est très préoccupante. La prochaine heure sera cruciale. » Tamonbi. Jacques Fournier s'adossa au mur, ses jambes peinant à le soutenir. Le docteur Lefebvre voulut dire quelques mots d'encouragement,
mais son beeper sonna. Il retourna précipitamment au bloc. Jacques Fournier s'assit lentement, sa femme lui caressant le dos, mais il semblait être dans un autre monde, sans réaction. Des larmes coulaient de ses yeux. Il se souvint du visage de sa mère, son expression stupéfaite lors de leur première rencontre aux funérailles, son empressement lors de leur rencontre à l'entreprise et sa détermination à l'hôpital. Tout devenait clair. Toutes ses actions visaient à retrouver son fils perdu et à protéger son bonheur. « Maman !» murmura inconsciemment Jacques Fournier. Pour la première fois en 15 ans, ce mot sortait de sa bouche. La porte de la salle d'attente s'ouvrit et une infirmière entra. « Monsieur Fournier, Léo s'est réveillé en salle de réveil. Son état est stable. » Sophie se leva avec soulagement. Elle regarda Jacques Fournier, lui faisant signe de l'accompagner, mais il hésita. Bien qu'inquiet pour son fils, son cœur était en ce moment tourné vers sa mère dans le bloc opératoire. « Vas-y d'abord, j'attends des nouvelles ici. » Sophie hocha la tête, compréhensive, et suivit l'infirmière. Seul, Jacques Fournier fixa la porte du bloc opératoire, perdu dans ses pensées. Son regard ne quittait pas l'horloge. 1 heure s'était écoulée depuis le dernier rapport, mais toujours aucune nouvelle. Finalement, la porte du bloc s'ouvrit. Le docteur Lefebvre en sortit, épuisé. Jacques Fournier se précipita vers lui. « Comment va-t-elle » Sa voix était à peine un murmure. L'expression du docteur Lefebvre était toujours grave. L'hémorragie a été stoppée pour le moment, mais son état reste instable. Le cœur est sous une forte pression et sa tension artérielle est basse. « Va-t-elle s'en sortir » demanda Jacques Fournier en tremblant. Il est difficile de le dire pour l'instant. Les larmes de Jacques Fournier se mirent à couler. Il ne pouvait plus retenir ses émotions. « S'il vous plaît, sauvez ma mère » sanglota-t-il pour lui-même. Le docteur Lefebvre, voyant les larmes de Jacques Fournier, hocha la tête. « Nous ferons tout notre possible. Elle montre une volonté de vivre incroyable en ce moment. On dirait qu'elle se bat pour son fils et son petit-fils. »« Ouah !» Jacques Fournier hocha la tête, essuya ses larmes et demanda « Puis-je la voir ?» Le docteur Lefebvre réfléchit un instant puis acquiesça. « Vous pourrez la voir brièvement pendant son transfert en soins intensifs, mais sans parler ni la toucher. » Jacques Fournier suivit le docteur Lefebvre dans le couloir à l'extérieur du bloc. Peu après, un lit fut poussé. Amélie y était allongée, reliée à divers moniteurs et tubes, les yeux fermés. Son visage était pâle, sa respiration faible. Jacques Fournier se tint à côté du lit, regardant le visage de sa mère, la poitrine oppressée par la douleur. « Maman » dit-il à voix basse en suivant le lit. Les infirmières poussèrent le lit vers l'unité de soins intensifs. Jacques Fournier resta seul, le visage baigné de larmes. Il ne cherchait plus à cacher ses émotions, la longue nuit passa en larmes, et finalement l'aube se leva. Jacques Fournier n'avait pas dormi, assis sur une chaise devant l'unité de soins intensifs. Conformément aux règles de l'hôpital, il ne pouvait pas rester à l'intérieur, mais il voulait être le plus près possible. Les infirmières sortaient de temps en temps pour donner des nouvelles. À l'aube, une nouvelle encourageante arriva. L'état d'Amélie se stabilisait progressivement. Au lever du jour, le docteur Lefebvre sortit de l'unité. Bien que fatigué, son expression était nettement plus détendue que pendant la nuit. Jacques Fournier se leva d'un bond. « Asseyez-vous, je vous en prie », lui indiqua le médecin. « Vous n'avez guère dormi non plus. Comment va ma mère ?» Le docteur Lefebvre esquissa un sourire. Son état s'améliore. L'hémorragie est maîtrisée et sa fonction cardiaque se rétablit. Bien que nous ne puissions pas encore crier victoire, la phase critique semble passer. Un sourire de soulagement immense illumina le visage de Jacques Fournier. Il essuya inconsciemment ses larmes. « Je vous suis infiniment reconnaissant. »« Luçois, c'est Madame Martin que vous devez remercier, » dit le docteur Lefebvre. « Elle a fait preuve d'une volonté stupéfiante. Toute l'équipe médicale considère cela comme un miracle. » Jacques Fournier hocha la tête. « Quand pourrais-je la voir ? Nous prévoyons de la transférer en chambre normale cet après-midi. Vous pourrez alors lui rendre une brève visite. » Jacques Fournier attendit cet après-midi avec impatience. Il faisait des allers-retours entre la chambre de son fils et l'unité de soins intensifs. La récupération de Léo était spectaculaire.
il pouvait déjà s'asseoir et manger. Vers 15 heures, une infirmière vint trouver Jacques Fournier. « Monsieur Fournier, Madame Martin a été transférée en chambre. Vous pouvez lui rendre visite maintenant. » Le cœur battant, Jacques Fournier se dirigea vers la chambre. Il s'arrêta devant la porte et prit une profonde inspiration. Au cours des derniers jours, sa vie avait été complètement bouleversée. Il avait retrouvé son identité perdue depuis 15 ans et, en même temps, sa mère. La chambre était calme. Bien qu'il y ait plusieurs lits, des paravents assuraient l'intimité. L'infirmière conduisit Jacques Fournier jusqu'au lit d'Amélie. La visite est de 15 minutes. Si la patiente a besoin de se reposer, veuillez partir immédiatement. Jacques Fournier hocha la tête et entra. Amélie était allongée, le visage encore pâle, relié à divers appareils et tubes, mais sa respiration était régulière. Jacques Fournier s'assit tranquillement sur la chaise à côté d'elle. Il prit délicatement la main de sa mère. Elle était froide et faible, mais il pouvait encore sentir la vie en elle. Il resta ainsi, tenant sa main, contemplant le visage de sa mère. Dans ses traits, il voyait son propre reflet, les mêmes yeux, le même nez, et même cette expression de volonté farouche. Soudain, les doigts d'Amélie bougèrent légèrement. Jacques Fournier fixa le visage de sa mère avec surprise. Les paupières d'Amélie tressaillirent, puis s'ouvrirent. Son regard était d'abord vague, mais il se focalisa rapidement sur Jacques Fournier. Les larmes coulèrent sur le visage de Jacques Fournier. « Maman, merci », dit-il d'une voix tremblante. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. Les yeux d'Amélie s'emplirent aussi de larmes. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Mon fils », répondit-elle, sa voix à peine un souffle. Jacques Fournier serra la main de sa mère. « Oui, maman, je suis Louis Martin. » Amélie hocha lentement la tête, une joie inexprimable dans les yeux. « Et Léo, comment va-t-il » demanda-t-elle. « Il va très bien, il se remet très vite. » Un sourire radieux illumina le visage d'Amélie. « C'est merveilleux, tant que l'enfant est en bonne santé, c'est grâce à vous, maman. Vous avez sauvé mon fils, et vous m'avez retrouvé. » Wanti. D'une main tremblante, Amélie caressa le visage de Jacques Fournier. « Pendant 15 ans, j'ai prié chaque jour pour que tu sois en vie, pour que nous puissions nous revoir. » Jacques Fournier pressa la main de sa mère contre sa joue, ses larmes la mouillant. « Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi de ne pas m'être souvenu, de ne pas t'avoir reconnu. »« Ce n'est pas ta faute, Louis, » dit doucement Amélie. « L'important, c'est que nous soyons enfin réunis. » Oh. Ils se regardèrent en silence un long moment. Les 15 années semblaient s'être dissoutes en un instant. Bien que la mémoire de Jacques Fournier ne soit pas encore entièrement revenue, son cœur avait reconnu la vérité. Il était Louis Martin, et Amélie Martin était sa mère. C'était le moment de leur véritable retrouvaille, après 15 ans. Juste à ce moment, la porte s'ouvrit et le docteur Lefebvre entra. En voyant la mère et le fils émus et enlacés, un sourire chaleureux apparut sur son visage. Voilà ce que la médecine appelle un miracle. La vitesse de récupération de Madame Martin est stupéfiante. À ce rythme, vous pourriez vous rétablir plus vite que prévu. Après avoir vérifié l'état d'Amélie, le docteur Lefebvre ajouta « La patiente a besoin de se reposer maintenant. Revenez la voir plus tard. » Jacques Fournier hocha la tête. Il serra de nouveau la main de sa mère, puis déposa un léger baiser sur son front. « Je reviendrai, maman. » En sortant de la chambre, Jacques Fournier rencontra Sophie qui l'attendait dans le couloir. Son visage exprimait à la fois l'inquiétude et l'attente. Jacques Fournier lui adressa un sourire radieux, les yeux encore humides, mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. Maman s'est réveillée. Sophie serra son mari dans ses bras avec soulagement. « Chérie, c'est merveilleux. »« Oh non. »« Merci, » murmura Jacques Fournier. « Merci de m'avoir compris à travers tout ça. »« Bien sûr, nous sommes une famille, » répondit Sophie. 2 jours plus tard, la convalescence d'Amélie progressait à une vitesse fulgurante. Les médecins étaient stupéfaits de sa récupération. Amélie pensait que c'était la joie d'avoir retrouvé son fils qui la guérissait. Une fois les blessures de l'âme cicatrisées, le corps semblait suivre. Le soleil de l'après-midi filtrait chaleureusement par la fenêtre de la chambre. Louis vint lui rendre visite avec un bouquet de fleurs. Il commençait maintenant à se voir comme Louis Martin, même si tout le monde l'appelait encore Jacques Fournier.
Les formalités juridiques pouvaient attendre. « Maman, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda Louis en arrangeant les fleurs dans un vase. « Beaucoup mieux » répondit Amélie en souriant. « Les médecins disent que je récupère si vite qu'ils sont étonnés. » Après avoir arrangé les fleurs, Louis s'assit au bord du lit d'Amélie. Son visage portait encore des traces de fatigue, mais son regard était lumineux. La méfiance acérée d'autrefois avait disparu, remplacée par de la chaleur. « Et Léo, il se remet bien ?» On dirait que le foie de maman lui convient parfaitement. Un sourire se dessina sur les lèvres d'Amélie. Rien ne pouvait la rendre plus heureuse que la nouvelle du rétablissement de son petit-fils. « J'ai hâte de le voir. »« Ne t'inquiète pas, Léo a très envie de te voir aussi. Il a dit qu'il devait absolument remercier sa grand-mère en personne. » Grand-mère. Ce mot sonnait si doux aux oreilles d'Amélie. Retrouver son fils disparu depuis 15 ans était déjà un miracle. Avoir maintenant un petit-fils en était un autre. Après un silence, Louis regarda par la fenêtre, semblant perdu dans ses pensées. Une expression complexe traversa son visage. « J'ai une question à te poser » commença-t-il avec précaution. « Comment était mon père ?» Le cœur d'Amélie se serra. Le souvenir de son mari, Jean-Pierre Dubois, était encore douloureux, mais maintenant, cette douleur était mêlée de réconfort. Après tout, elle avait retrouvé son fils. « Ton père était un homme merveilleux » dit doucement Amélie. « Travailleur, responsable, et il t'aimait plus que tout. Quand tu as disparu, il a tout abandonné pour te chercher. Il a parcouru le monde entier. » Les yeux de Louis s'emplirent de larmes. Il baissa la tête et les essuya. « Je suis désolé, je ne me souviens de rien. »« Ce n'est pas grave, Louis. Ce n'est pas de ta faute, » dit Amélie en lui prenant la main. Après un moment de réflexion, Amélie eut une pensée soudaine. « Au fait, quelle était ta relation avec ton père? Pourquoi es-tu venu à ses funérailles ?» Louis réfléchit un instant avant de répondre. « Il y a 3 mois, en revenant en France, j'ai eu par hasard des contacts professionnels avec l'entreprise de mon père. Mon entreprise, Bâtir Construction, avait un projet de collaboration avec la sienne. » Le cœur d'Amélie s'accéléra. « Ton père t'a vu ?» Louis hocha la tête. « Oui, il m'a donné beaucoup de conseils sur le plan professionnel. »« Yusan, il ne t'a pas reconnu ?» Louis haussa les épaules. Il n'a eu aucune réaction particulière. Amélie plongea dans ses pensées. Si son mari avait vu son fils, il était impossible qu'il ne l'ait pas reconnu. Lui qui l'avait cherché avec tant d'acharnement, comment aurait-il pu le voir sans le reconnaître? C'était presque impossible. « Maman, ça va ?» demanda Louis s'inquiète. « Oui, ça va. C'est juste que penser à ton père, c'est un peu compliqué. » Louis lui serra la main. Les yeux d'Amélie s'emplirent aussi de larmes. Le souvenir de son mari et la joie d'avoir retrouvé son fils s'entremêlaient, créant une émotion complexe. Mais le fait que son mari ait vu Louis la tourmenter, son mari n'avait-il vraiment pas reconnu son propre fils? Environ 3 semaines après sa sortie de l'hôpital, Amélie se reposait chez elle. Louis venait la voir tous les jours, parfois avec Léo. La récupération de son petit-fils était étonnante. Il était déjà retourné à l'école. La vie d'Amélie avait soudainement changé, mais ce changement était comme un miracle. Retrouver son fils perdu, gagner une nouvelle famille. Cependant, une énigme persistait dans son esprit. Son mari, Jean-Pierre Dubois, avait vu Louis, mais ne semblait pas l'avoir reconnu. Cela la laissait perplexe. « Et si nous rangions les affaires de ton père aujourd'hui ?» proposa Amélie à Louis. Louis réfléchit un instant, puis hocha la tête. « D'accord. J'aimerais aussi en savoir plus sur lui. » You voulez. Ils se rendirent donc dans le bureau de Jean-Pierre. C'était la pièce où son mari passait le plus de temps. Les étagères étaient remplies de livres sur l'architecture, de photos de famille, et sur son bureau se trouvaient encore les plans de son dernier projet. Ils commencèrent à examiner lentement les objets de la pièce. Les livres, les documents dans les tiroirs, les boîtes dans les placards. Jean-Pierre était un homme extrêmement méthodique. Tout était impeccablement rangé. Cependant, un tiroir était verrouillé. Le petit tiroir en bas, à gauche du bureau. Celui-ci, je ne l'ai jamais ouvert. Il a toujours été fermé à clé, dit Amélie. Y a-t-il une clé? Amélie secoua la tête. Seul ton père savait. Louis réfléchit un instant, examina le pot à crayon sur le bureau et y trouva une petite clé cachée au fond. Essayons avec ça.
La clé s'inséra parfaitement dans la serrure. Le tiroir s'ouvrit, révélant un journal à la couverture de cuir sur lequel le nom de son mari était gravé en lettres d'or. Louis sortit délicatement le journal. Ils s'assirent ensemble sur le canapé et l'ouvrirent. La première page portait la date du jour où Louis avait disparu. Papa a tenu un journal pendant 15 ans. Ils tournèrent lentement les pages. La première moitié était remplie de désespoir et de douleur. La recherche de leur fils, les visites aux postes de police, aux ambassades, l'embauche de détectives privés. La partie centrale alternait entre des lueurs d'espoir et des retours au désespoir, de véritables montagnes russes émotionnelles. Puis, ils arrivèrent à la fin, aux quelques mois précédant la mort de Jean-Pierre. Ils y découvrirent un contenu choquant, mais aussi prévisible. 5 Mars. Aujourd'hui, j'ai rencontré le PDG de Bâtir Construction, Jacques Fournier, un jeune entrepreneur brillant. Mais au moment où je l'ai vu, mon cœur a semblé s'arrêter. Son visage, sa voix, même ses gestes sont si semblables à notre Louis. 15 ans ont passé, mais un père reconnaîtra toujours son enfant. Est-ce notre fils? Mais comment le confirmer? 12 Mars. J'ai revu Jacques Fournier aujourd'hui. J'ai délibérément abordé des sujets que Louise aimait, mais il n'a eu aucune réaction. Cependant, ces 3 grains de beauté derrière son oreille, ce n'est pas une coïncidence. Mon cœur en est convaincu, mais ma raison a besoin de preuves. 20 Mars. Je cherche un moyen de faire un test ADN, mais ce n'est pas facile. Comment obtenir un échantillon de cheveux ou de salive de Jacques Fournier? S'il est vraiment notre fils, pourquoi a-t-il perdu la mémoire? Que s'est-il passé? 2 avril. J'ai vu un ami médecin aujourd'hui pour lui poser des questions sur l'amnésie. Il a dit qu'un traumatisme grave ou un choc pouvait entraîner une perte de mémoire à long terme. Surtout si un accident s'est produit sur un bateau, le manque d'oxygène a pu causer des lésions cérébrales. Si Jacques Fournier est bien notre Louis, il semble qu'il ne se souvienne absolument pas de son passé. 15 avril, j'ai enfin trouvé un moyen. La semaine prochaine, j'ai une réunion avec Jacques Fournier et nous prévoyons de déjeuner ensemble. J'essaierai d'obtenir son verre ou ses couverts pour faire un test. Je n'ai encore rien dit à Amélie. Je ne veux pas lui donner de faux espoirs avant d'avoir une preuve concrète. La dernière entrée était datée du jour précédant la mort de Jean-Pierre. 29 avril. Amélie, un miracle s'est produit. Notre fils, Louis, est vivant. Tu auras être du mal à le croire. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Il ne me reconnaît pas. Une fois que j'aurai la confirmation qu'il est notre fils, nous pourrons redevenir une famille tous les 3. Demain, les résultats du test arriveront et je te le dirai immédiatement. Encore un peu de patience, Amélie. En lisant la dernière phrase, Amélie éclata en sanglots. Son mari connaissait la vérité, mais il n'avait pas voulu lui dire avant d'avoir une preuve irréfutable. Et la veille du jour où il devait obtenir cette preuve, un accident soudain lui avait coûté la vie. Papa savait depuis le début, la voix de Louis tremblait, des larmes coulant aussi sur son visage. Amélie, elle aussi en larmes, pensait à son mari qui avait porté ce secret seul. Il a supporté tout ça tout seul. Louis feuilletait le journal, caressant l'écriture de son père. Je ne l'ai pas reconnu, mais il était vraiment incroyable. Il n'a jamais abandonné et il m'a finalement retrouvé. Il fixa longuement la photo de son père sur le mur, les yeux remplis d'un mélange de tristesse, de regret et d'un profond respect. Maman, à partir de maintenant, je porterai le flambeau de papa avec toi. Réunissons notre famille. Amélie hocha la tête. Après 15 ans d'attente, leur famille était enfin réunie. Bien que son mari ne soit pas là pour en être témoin, c'était son amour et son dévouement qui les avaient de nouveau rassemblés. Oui, c'est ce que ton père aurait voulu, que notre famille soit de nouveau réunie. Ce soir-là, après le départ de Louis, Amélie s'assit devant la photo de son mari, le cœur rempli d'un mélange de chagrin et de gratitude. Grâce à toi, j'ai retrouvé notre fils. Merci, je t'aime. La vie se déroule parfois de manière que nous ne pouvons imaginer. Dans la douleur de la perte de son mari, Amélie avait retrouvé son fils. C'était comme si c'était le dernier cadeau de son mari. Elle comprenait maintenant que le véritable amour ne s'arrête pas avec la mort. L'amour de son mari veillait toujours sur leur famille. Quelques mois plus tard,
Amélie était complètement rétablie et pouvait mener une vie normale. Louis et sa famille, sa femme Sophie et son fils Léo, étaient devenus de plus en plus proches d'Amélie. Un dimanche après-midi ensoleillé, ils étaient tous réunis dans le jardin d'Amélie pour un barbecue. Léo courait joyeusement sur la pelouse. On n'aurait jamais deviné qu'il avait subi une opération aussi lourde. « Grand-mère, attrape !» cria Léo en lançant un ballon à Amélie. Amélie l'attrapa en souriant, le cœur rempli de bonheur. Louis s'affairait près du barbecue, Sophie préparait la salade. Cette scène de famille chaleureuse était le rêve qu'Amélie avait caressé pendant des années. Louis s'approcha de sa mère et la serra doucement dans ses bras. « Maman, tu as l'air en pleine forme. » Amélie tapota la main de son fils. « C'est parce que vous êtes là. »« Maman, j'ai une idée, » dit Louis après une hésitation. « Je voudrais reprendre mon vrai nom, Louis Martin. » Amélie le regarda, surprise. « J'ai déjà parlé à un avocat. Il y aura quelques démarches juridiques, mais c'est faisable, » poursuivit Louis. « Je pense que c'est le meilleur hommage que je puisse rendre à papa. » Les yeux d'Amélie s'emplirent de larmes. « Ton père serait si heureux. » « Et autre chose, » hésita Louis. « J'aimerais que tu viennes vivre avec nous. La maison est assez grande, tu pourras avoir ton propre espace et tu pourras voir Léo tous les jours. » Amélie fut profondément touchée. « C'est l'idée de Sophie, » sourit Louis. « Elle pense que Léo a besoin de passer plus de temps avec sa grand-mère. » Amélie se tourna vers Sophie, qui mettait la table, le cœur rempli de gratitude. « Merci, j'accepte avec plaisir. » Léo accourut et serra la jambe d'Amélie. « Grand-mère va vivre avec nous ? Super !» Amélie s'accroupit et serra son petit-fils dans ses bras. Ce soir-là, de retour chez elle, Amélie s'assit dans le bureau, contemplant la photo de son mari. « Jean-Pierre, tu vois, notre famille est enfin réunie, » murmura-t-elle. Dehors, le ciel était constellé d'étoiles scintillantes, comme si son mari lui souriait en retour. Dans sa chambre, Amélie sortit un vieux cadre photo d'un tiroir. Il contenait la photo de leur dernier voyage en famille, 15 ans plus tôt, elle, Jean-Pierre et le jeune Louis, en Normandie. Elle essuya doucement la poussière sur la photo et la posa sur sa table de chevet. Demain, elle montrerait cette photo à Louis. Peut-être l'aiderait-elle à retrouver ses souvenirs. Mais même si sa mémoire restait incomplète, l'important était qu'il formait de nouveau une famille. Amélie s'allongea, le cœur apaisé. La douleur et l'attente des 15 dernières années avaient enfin été récompensées. Elle avait retrouvé son fils perdu, gagné un adorable petit-fils et formé une nouvelle famille. Bien que son mari ne soit plus là, son amour et sa volonté les unissaient toujours. « Merci, Jean-Pierre » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Merci de n'avoir jamais abandonné la recherche de notre fils. » Le clair de lune illuminait doucement la pièce, comme une caresse tendre de son mari. Amélie s'endormit profondément, un sourire de paix véritable sur le visage pour la première fois depuis des années. Le soleil printanier illuminait chaleureusement Paris. Amélie faisait ses bagages, se préparant à emménager dans la nouvelle maison de Louis. 6 mois s'étaient écoulés et elle était complètement rétablie. Les médecins disaient que c'était un miracle qu'une personne de son âge se remette si bien d'une opération aussi importante. Amélie savait que c'était la joie d'avoir retrouvé son fils qui lui avait donné la force de guérir. On sonna à la porte. Amélie ouvrit et accueillit Louis et Léo. « Grand-mère !» Léo se précipita vers Amélie et lui fit un gros câlin. « Léo, tu as grandi !» dit Amélie en souriant et en caressant la tête de son petit-fils. « Maman, tout est prêt ?» demanda Louis en regardant les cartons déjà emballés. « Presque. Il ne reste que quelques petites choses. » Louis commença à transporter les cartons. Léo l'aidait sérieusement, même s'il ne pouvait porter que des objets légers. Amélie regardait cette scène, le cœur rempli de chaleur. Il fut un temps où elle pensait vieillir seule. Mais maintenant, elle avait la compagnie de son fils et de son petit-fils. « Maman, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ?» demanda Louis en montrant une boîte particulièrement bien emballée. « Ce sont quelques souvenirs de ton père. Je veux les garder près de moi. » Louis hocha la tête et plaça délicatement la boîte dans la voiture. Au cours des 6 derniers mois, la mémoire de Louis était revenue par bribes, surtout des fragments de son enfance et de son adolescence. Cependant,
Ses souvenirs de l'université et de la période précédant sa disparition restaient flous. Les médecins disaient que cela pourrait prendre du temps ou qu'il pourrait ne jamais tout retrouver. Mais cela n'avait plus d'importance. L'important était qu'il avait retrouvé ses racines, sa famille. Le déménagement se déroula sans accroc. La nouvelle maison d'Amélie était un pavillon indépendant au fond du jardin de Louis. Ainsi, elle avait son propre espace privé, tout en pouvant être avec sa famille à tout moment. « Maman, comment trouves-tu cet endroit ?» demanda Louis en aidant Amélie à s'installer. « C'est parfait », sourit Amélie en regardant autour d'elle. « Merci Louis. C'est moi qui devrais te remercier, maman, » dit Louis sérieusement. « Tu m'as donné une seconde vie et tu as sauvé Léo. » « C'est ce que les parents font, » dit Amélie en serrant doucement la main de son fils. « Tant que vous allez bien, maman est comblée. » Au dîner, toute la famille était assise ensemble, savourant le somptueux repas préparé par Sophie. Léo racontait avec enthousiasme ses journées à l'école, Louise et Sophie échangeaient des anecdotes sur leur travail, et Amélie savourait en silence cette scène chaleureuse. « Au fait, maman, » dit soudain Louis, « j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. » Amélie leva les yeux vers son fils. « La préfecture a approuvé ma demande de changement de nom. À partir du mois prochain, je reprendrai officiellement le nom de Louis Martin. » Les yeux d'Amélie s'emplirent de larmes. « Vraiment, c'est merveilleux. Oui, bien que je garderai le nom de Jacques Fournier dans le monde des affaires pendant un certain temps, légalement, je serai Louis Martin. Ton père, au ciel, doit être si heureux, » murmura Amélie. « Il y a autre chose, » poursuivit Louis. « Je veux créer une fondation au nom de papa, dédiée à aider les personnes qui ont perdu le contact avec leur famille à la suite d'un accident. » Amélie regarda son fils, stupéfaite. « Je veux aider les familles comme la nôtre, celles qui ont été séparées pour diverses raisons, mais qui se cherchent. » Louis. Amélie était si émue qu'elle ne trouvait pas ses mots. « C'est aussi l'idée de Sophie, » dit Louis en regardant sa femme avec amour. « Elle dit que c'est la meilleure façon de remercier le destin pour le cadeau qu'il nous a fait. » Amélie se tourna vers Sophie, qui lui sourit en hochant la tête. « Nous avons déjà rédigé un projet, incluant une base de données ADN, un réseau de recherche et un système de soutien psychologique, » expliqua Sophie. « L'objectif est d'aider plus de familles, comme la vôtre et celle de Louis, à se réunir. » Léo se joignit avec enthousiasme à la conversation. « Est-ce que je peux aider? Je peux être bénévole ?» Tout le monde se mit à rire. Amélie se pencha et caressa la tête de son petit-fils. « Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras certainement beaucoup aider. Je voudrais nommer la fondation Dubois pour la réunion des familles, » dit Louis. En mémoire des 15 années de recherche acharnée de papa, Amélie fut profondément touchée. « C'est le plus bel hommage. Il serait si fier de toi. » Puis, après le dîner, Amélie retourna dans son pavillon. Le clair de lune filtrait par la fenêtre, éclairant la photo de famille sur la table de chevet. Amélie prit la photo et caressa le visage de son mari. « Jean-Pierre, tu vois, Louis est devenu un homme si remarquable. Il veut aider les familles qui ont vécu des épreuves similaires aux nôtres. » Elle resta assise en silence un moment, se remémorant les changements des derniers mois, du désespoir à l'espoir, de la perte à la retrouvaille. La vie était vraiment pleine de rebondissements inattendus. Alors qu'Amélie s'apprêtait à se coucher, on frappa doucement à la porte. En ouvrant, elle vit Louis, tenant une vieille boîte. « Désolé de te déranger si tard, maman, » dit-il. « Mais j'ai trouvé ça, et je voulais te le montrer. » Ils s'assirent dans le petit salon. Louis ouvrit la boîte. Elle contenait quelques vieux objets datant de l'époque où il avait été adopté par la famille Fournier. « Mes parents adoptifs ont tout gardé, » expliqua-t-il. « Ce sont les choses que j'avais sur moi quand ils m'ont trouvé dans l'épave du bateau après la tempête. » Amélie examina délicatement les objets. Un vieux portefeuille, quelques photos, un passeport abîmé et un bracelet. Quand elle vit le bracelet, elle eut un hoquet. C'était le cadeau qu'elle avait offert à Louis pour ses 10 à 8 ans. Un bracelet en argent gravé de sa date de naissance et d'un message. « Ça !» dit Amélie en prenant doucement le bracelet. Louis la regarda avec curiosité. « C'est le cadeau que je t'ai fait pour tes 10 à 8 ans, » dit-elle d'une voix tremblante. « Regarde, il y a gravé, toujours avec amour, maman et papa. » Louis prit le bracelet et examina attentivement la gravure. Soudain,
Son expression changea. Son regard devint lointain, comme s'il était plongé dans un souvenir. « Louis ?» demanda Amélie inquiète. « Je me souviens de ça, » dit-il lentement. « Je me souviens du jour où tu me l'as offert. Nous fêtions ça à la maison. Papa avait acheté un gâteau. Et en te mettant ce bracelet, je t'ai dit qu'il te protégerait où que tu ailles. » Continua Amélie, des larmes coulant sur ses joues. « Oui, c'est ça, » dit Louis, la regardant avec étonnement. « Je me souviens, maman, je me souviens de ce jour-là. » Ils se serrèrent fort dans les bras. La mémoire de Louis semblait avoir été en partie réveillée par ce bracelet. « Je le portais tout le temps avant de partir à l'étranger, » se souvint Louis. « Je le portais encore quand l'accident s'est produit sur le bateau. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, mais le bracelet était toujours à mon poignet. » Amélie prit la main de son fils. « Il t'a vraiment protégé, il t'a ramené à nous. » Ce soir-là, Louis resta longtemps dans le pavillon de sa mère. Ils se remémorèrent le passé ensemble, reconstituant les fragments de ces 15 années. Bien que la mémoire de Louis ne soit pas encore complète, ce bracelet avait ouvert une porte. De retour chez lui, Louis entra sans bruit dans la chambre. Sophie dormait déjà. Il s'assit au bord du lit, regardant le visage paisible de sa femme, le cœur rempli de gratitude. C'était elle qui l'avait encouragé à accepter son passé, à reconstruire sa relation avec sa mère, à créer la fondation pour aider les autres. Il caressa doucement le bracelet en argent qu'il avait remis à son poignet, sentant l'amour de ses parents. Louis savait que même si les souvenirs du passé ne reviendraient peu, être jamais complètement, cela ne l'empêchait pas d'embrasser le présent et l'avenir. Il avait une nouvelle famille, avait retrouvé sa mère et avait l'héritage spirituel laissé par son père. Il s'allongea et ferma les yeux, une paix sans précédent dans son cœur. Le temps passa vite et une année s'écoula. La fondation Dubois pour la réunion des familles, grâce aux efforts de Louis et Sophie, avait déjà aidé des dizaines de familles à se retrouver. À chaque nouveau succès, Amélie ressentait une satisfaction particulière, comme si l'esprit de son mari continuait à vivre à travers cette œuvre. Aujourd'hui était un jour spécial, le 2e anniversaire de la mort de Jean-Pierre. Tôt le matin, Amélie se prépara pour aller se recueillir avec la famille de Louis. Elle revêtit une tenue sobre et porta le collier de perles que Jean-Pierre lui avait offert. Le ciel était clair et le soleil radieux, contrairement à l'ambiance morose habituelle des jours de commémoration. Mais Amélie trouvait que cela convenait bien à Jean-Pierre, qui avait toujours été un homme plein de vie et d'espoir, même dans les moments les plus difficiles. « Maman, tu es prête ?» demanda Louis en frappant à la porte. « Oui, j'arrive. » Amélie ouvrit la porte et vit son fils en costume, tenant des fleurs et de l'encens. Ils prirent la voiture pour se rendre au cimetière. L'ambiance dans la voiture était calme et solennelle. Léo, sentant l'importance de ce jour, était plus silencieux que d'habitude. Sur la route, Amélie regardait le paysage défiler, ses pensées dérivant vers les années passées avec Jean-Pierre, comme c'était étrange. Il avait retrouvé leur fils avant de partir, et elle, après l'avoir perdu, avait retrouvé une famille complète. Les desseins du destin dépassent souvent l'entendement humain. Arrivés au cimetière, ils se dirigèrent lentement vers la tombe de Jean-Pierre. Quelqu'un y avait déjà déposé des fleurs, probablement un de ses collègues ou amis. Louis plaça le bouquet et l'encens devant la stèle, puis ils se recueillirent tous en silence. Amélie ferma les yeux et parla à son mari dans son cœur. « Tu vois, nous sommes tous là, moi, Louis, Sophie et Léo. Le fils que tu as retrouvé est maintenant un homme exceptionnel. Notre petit-fils grandit en bonne santé. La fondation qui porte ton nom a aidé de nombreuses familles. J'aimerais tellement que tu puisses voir tout ça. » Louis serra doucement la main de sa mère, comme s'il comprenait ses pensées. Léo s'approcha de la tombe et caressa la photo gravée dessus. « Papy, même si on ne s'est jamais rencontrés, mamie me raconte souvent tes histoires. Merci d'avoir retrouvé papa. » Les yeux d'Amélie s'emplirent de larmes, son cœur gonflé de fierté. Cet enfant si jeune faisait preuve d'une maturité et d'une sagesse bien au-delà de son âge. « J'ai une idée, » dit soudain Louis après le recueillement. « Nous devrions écrire un livre pour raconter l'histoire de notre famille. » Amélie regarda son fils, surprise. La Fondation a été en contact avec tant de familles similaires.
Leurs histoires sont toutes très émouvantes. Si nous pouvions consigner ces histoires, et surtout la nôtre, pourrions-nous donner de l'espoir à encore plus de gens. C'est une excellente idée, approuva Sophie. Surtout les journaux de papa sur sa recherche de Louis, ils sont si précieux. Amélie hocha la tête. Tu as raison. C'est aussi une belle façon de rendre hommage à ton père. Wendell. Sur le chemin du retour, ils passèrent devant un restaurant familier, celui que Jean-Pierre préférait. Et si on allait y déjeuner, proposa Louis, en souvenir de papa. Amélie sourit et accepta. Au restaurant, ils commandèrent les plats préférés de Jean-Pierre et partagèrent des souvenirs à son sujet. Léo écoutait avec fascination, surtout les histoires sur la persévérance de son grand-père pour retrouver son père. « Papy a vraiment passé 15 ans à chercher papa sans arrêt ?» demanda Léo, les yeux grands ouverts. « Oui, répondit doucement Amélie. Ton grand-père n'a jamais perdu espoir, même dans les moments les plus difficiles. Comme mamie n'a pas abandonné pour me sauver, ajouta Léo innocemment. Cette phrase laissa les adultes sans voix. Du point de vue d'un enfant, ils voyaient la continuité de l'amour dans leur famille. Oui, Léo, dit finalement Louis en caressant la tête de son fils. Dans notre famille, l'amour et la persévérance se transmettent de génération en génération. Après le déjeuner, ils rentrèrent. Amélie, de retour dans son pavillon, sortit une boîte qu'elle chérissait. Elle contenait des souvenirs précieux de Jean-Pierre, leurs alliances, les lettres qu'il lui avait écrites, des photos de leur jeunesse. Parmi elles, une photo particulière, leur photo de mariage. Ils étaient si jeunes alors, pleins de rêves pour l'avenir. Amélie caressa le visage de son mari sur la photo, ressentant un bonheur paisible. « Jean-Pierre, tu as réalisé notre souhait de réunir la famille. Je peux maintenant m'occuper de Louis et Léo. J'espère que tu peux reposer en paix. » Elle remit la photo dans la boîte et s'apprêtait à la fermer quand elle remarqua une enveloppe au fond avec l'inscription « Pour Amélie ». Elle ne l'avait jamais remarqué auparavant. Surprise, Amélie sortit l'enveloppe et découvrit qu'elle contenait une lettre datée de la veille de la mort de Jean-Pierre. Les mains tremblantes, elle ouvrit la lettre et commença à lire. « Ma chère Amélie, si tu lis cette lettre, cela signifie probablement que je n'ai pas pu t'annoncer cette bonne nouvelle en personne. J'ai retrouvé Louis. Oui, notre fils est vivant. Il utilise maintenant le nom de Jacques Fournier et est le PDG de Bâtir Construction. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Bien qu'il ne se souvienne pas de nous, je suis certain que c'est notre fils. Il a exactement les mêmes traits que Louis, surtout les 3 grains de beauté derrière son oreille gauche. Je suis en train d'organiser un test ADN pour confirmer, mais mon cœur connaît déjà la réponse. Une fois que j'aurai une preuve irréfutable, je te le dirai, et nous pourrons aller chercher notre fils ensemble. Quoi qu'il arrive, Amélie, souviens-toi à quel point je t'aime, toi et Louis. Vous êtes les cadeaux les plus précieux de ma vie. Toujours à toi, Jean-Pierre. » Après avoir lu la lettre, Amélie éclata en sanglots. C'était la dernière lettre de son mari et son dernier cadeau, l'espoir de retrouver leur fils. Elle serra la lettre contre elle, incapable de se calmer. C'est alors que Louis frappa et entra. Voyant sa mère dans cet état, il se précipita vers elle. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» « Tout. » Amélie lui tendit la lettre sans un mot. Après l'avoir lue, les yeux de Louis se remplirent aussi de larmes. « Papa, il n'a jamais renoncé à nous, » sanglota Amélie. Même à la fin, il pensait à comment nous réunir. Louis serra sa mère dans ses bras. « Nous sommes ensemble maintenant. C'est exactement ce que papa aurait voulu. » Ce soir-là, Louis réunit toute la famille, y compris Sophie et Léo, et partagea le contenu de la lettre. « Je veux aller plus loin, » dit Louis. En plus d'écrire un livre, je veux créer une bourse d'études au nom de papa pour soutenir les étudiants qui font des recherches sur les troubles de la mémoire et la récupération post-traumatique. C'est une idée formidable, approuva Sophie. Papy va aider encore plus de gens, s'exclama Léo. Amélie regardait cette scène, le cœur rempli de gratitude. Sa famille était non seulement réunie, mais guidée par l'esprit de son mari. Elle utilisait l'amour pour aider davantage de personnes. C'était le plus bel hommage à Jean-Pierre. Quelques jours plus tard, en triant les affaires de son mari, Amélie trouva un album photo spécial.
En l'ouvrant, elle fut surprise de découvrir que Jean-Pierre y avait collectionné pendant des années des coupures de presse et des informations sur des personnes disparues, la plupart liées à des naufrages et des accidents. Il ne cherchait pas seulement son propre fils, il s'intéressait aussi à d'autres cas similaires. Amélie montra l'album à Louis, qui en comprit immédiatement la signification. « Papa ne me cherchait pas seulement moi », dit Louis ému. « Il voulait aider toutes les familles comme la nôtre. Cela renforce ma détermination à poursuivre le travail de la Fondation. C'est la mission inachevée de papa. » Un week-end d'été, la Fondation organisa son premier grand événement, une conférence de partage sur le thème « Retrouvailles ». De nombreuses familles réunies grâce à la Fondation vinrent partager leurs histoires. Des familles qui cherchaient encore leurs proches étaient également venues chercher de l'aide. Amélie se tenait dans un coin, regardant en silence Louis faire son discours sur scène. Il parla de sa propre expérience, comment il avait perdu la mémoire, comment il avait retrouvé sa mère et le dévouement de son père en coulisses. Dans le public, beaucoup de gens étaient émus aux larmes. Nous avons créé cette fondation dans l'espoir que chaque famille séparée puisse, comme la nôtre, se retrouver, dit Louis. Car le lien d'amour entre les membres d'une famille est le plus résistant au monde. Après l'événement, une vieille dame s'approcha d'Amélie. « Vous êtes la mère de Monsieur Martin, n'est-ce pas ?» Amélie hocha la tête. « Votre histoire m'a donné de l'espoir, » dit la vieille dame. « Ma fille a disparu il y a 8 ans, mais en voyant votre histoire de retrouvailles, je crois qu'un miracle peut aussi m'arriver. » Amélie prit la main de la vieille dame. « S'il vous plaît, ne perdez pas espoir. J'ai attendu 15 ans pour retrouver mon fils. J'ai connu d'innombrables jours de désespoir, mais à la fin, nous nous sommes retrouvés. Merci, dit la vieille dame, les larmes aux yeux. Votre mari, et vous êtes si fort. Amélie sourit et hocha la tête. Nous avons juste fait ce que des parents doivent faire, ne jamais abandonner son enfant. Après cet événement, la notoriété de la Fondation grandit. Plus de familles vinrent chercher de l'aide et plus de bénévoles se joignirent à eux. Un soir, toute la famille dînait dans le jardin. Le clair de lune baignait la cour et une légère brise faisait bruisser les feuilles, créant une atmosphère paisible. Léo racontait ses aventures à l'école, Sophie partageait les joies de son travail et Louis parlait des nouveaux projets de la Fondation. Amélie écoutait en silence, le cœur rempli de gratitude. Il y a 2 ans, elle pensait avoir tout perdu. Son mari était parti, son fils était introuvable. Et maintenant, elle avait une famille plus complète qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer », dit soudain Sophie en posant une main sur son ventre. « Nous allons avoir un nouveau membre dans la famille. » Tout le monde la regarda avec surprise. « Vraiment ?» demanda Louis, ému, les yeux brillants de joie. Sophie hocha la tête, un sourire radieux sur le visage. « Le médecin a dit que le terme est pour le printemps prochain. Je vais être grand frère », s'écria Léo avec allégresse. Amélie était si émue qu'elle ne pouvait parler. Elle se leva et serra Louis dans ses bras. « Tu vas être papa », dit-elle en souriant, les larmes aux yeux. « C'est le plus beau des cadeaux », réussit enfin à dire Amélie. « Si c'est une fille, j'espère qu'elle sera aussi gentille et courageuse que Sophie. »« Et si c'est un garçon ?» demanda Léo, curieux. Amélie regarda Louis et dit tendrement. « Alors j'espère qu'il aura l'amour et la foi inébranlables de ton grand-père. » Plus tard dans la nuit, Amélie était assise seule sur la terrasse de son pavillon, contemplant le ciel étoilé. Une étoile particulièrement brillante attira son attention, comme si Jean-Pierre lui souriait. « Tu vois, Jean-Pierre » murmura-t-elle, « notre famille s'agrandit, une nouvelle vie va naître, l'amour que tu as laissé continue de vivre. » La brise caressa sa joue, comme une tendre réponse de son mari. Amélie ferma les yeux, ressentant une paix et une plénitude profonde. Ce qu'elle avait retrouvé, ce n'était pas seulement son fils, mais aussi sa foi en la vie et son espoir. Les 15 années d'attente et de souffrance avaient été échangées contre un amour plus profond et des retrouvailles plus précieuses. Comme l'avait dit Louis lors de l'événement de la Fondation, le lien d'amour entre les membres d'une famille est le plus résistant au monde. Il peut traverser le temps, surmonter l'amnésie, et même vaincre la mort pour lier les gens les uns aux autres. Amélie savait que, quoi que l'avenir lui réserve, cet amour continuerait à les guider, tout comme Jean-Pierre l'avait toujours fait.
La nuit s'avançant, Amélie rentra à l'intérieur. Sur sa table de chevet, elle avait placé une nouvelle photo de toute la famille, Louis, Sophie, Léo et elle. Et une photo de Jean-Pierre seul. Le passé et le présent, la perte et la présence, tout se fondait parfaitement dans cette famille réunie. Amélie s'allongea, le cœur en paix. Dehors, cette étoile brillante continuait de scintiller, comme l'amour éternel de Jean-Pierre pour sa famille, illuminant leur vie. Amélie sourit et ferma les yeux, s'enfonçant dans un sommeil doux. Dans ses rêves, elle voyait une famille complète, le passé et l'avenir entrelacés. L'amour retrouvé ne disparaîtrait jamais, car le véritable amour ne s'estompe jamais avec le temps ou la distance. Il ne fait que s'approfondir et se renforcer avec les années, comme un bon vin qui vieillit, devenant plus riche et plus précieux. Tout comme l'amour entre Amélie, Jean-Pierre et Louis. Après 15 ans de séparation et d'épreuves, il avait finalement refleuri, illuminant leur vie. C'était le miracle de l'amour et le don le plus précieux de la vie.